Bonjour, très heureux de vous retrouver sur ce podcast de la chaîne Skills for All. Alors, nous sommes un organisme de formation en digital learning qui préparons à des certifications internationales dans les domaines de la gestion de projet, de l'agilité et de la transformation digitale. Nous parlons de sujets de l'organisation, de la transformation des organisations et tout ce qui rend les entreprises plus agiles et plus performantes. Vous pouvez retrouver tous nos enregistrements sur notre chaîne YouTube et également sur notre site internet www.skillsforall.com/webinar ou /podcast. Le rôle du Scrum Master, il n'est pas forcément hyper bien connu dans les organisations. Alors aujourd'hui, toutes les boîtes vous disent qu'elles sont agiles, que évidemment, bien entendu, elles font de l'agilité depuis des années, ça fait partie de leur ADN et tout ce que vous voulez. Et puis quand vous croisez un webmaster ou un Scrum Master dans l'organisation, si vous avez la chance d'y être, vous vous apercevez que le malheureux ou la malheureuse, elle remplit pas vraiment son rôle, que d'ailleurs, elle remplit tellement peu son rôle qu'on a été obligé de faire appel à d'autres personnes dans l'agilité qui s'appellent des coachs agiles. Alors maintenant, on a les coachs agiles. Les coachs agiles, c'est rien moins que des Scrum Masters, hein. Sauf qu'au lieu de se faire facturer 600 € par jour, ils se font facturer 1100 €. Et puis ils ont changé juste le nom de coach agile, de Scrum Master en coach agile. Mais les fonctions, c'est exactement les mêmes. Bon, du coup, ça nous permettra de rebondir là-dessus. Et puis, comment acquérir ces connaissances? Parce que c'est des connaissances, bien entendu. Alors, c'est de l'expérience, mais l'expérience, elle va s'appuyer sur des vraies connaissances, parce que parfois, l'expérience, elle détourne de la fonction originale et de la vision originale qui avait été donnée à ce rôle-là. Et donc, ça vaut le coup qu'on prenne 3 minutes pour reparler de tout ça, reposer les bases de tout ça et après échanger, parce qu'évidemment, c'est ça l'objectif du truc aujourd'hui. Alors, rapidement, comment fonctionne Scrum et qu'est-ce que c'est que Scrum? Alors, on parle d'agilité, évidemment, Scrum, c'est agile, mais l'agilité, c'est pas juste Scrum. On va regarder les 4 valeurs agiles derrière. Rapidement, pour répondre à la question, quand est-ce qu'on est agile? C'est une vraie question. Scrum, ça veut dire mêler. Donc, c'est pour ça que quand on parle de Scrum et de méthode agile, on est toujours ensemble, on travaille en équipe, ça c'est le fondamental de la méthode agile. Et la différence, finalement, pourquoi est-ce qu'on parle d'agilité aujourd'hui autant, pas qu'aujourd'hui, hein, ça fait une bonne dizaine d'années que ça existe, mais là c'est vraiment effarant parce que les recherches sur Google, c'est énorme le nombre de recherches sur Scrum, Agile, etc. C'est vraiment devenu incroyable. On parle beaucoup d'agilité aujourd'hui parce que ça devient très compliqué de prédire l'avenir, de faire un plan sur comment est-ce qu'on va s'y prendre dans 1 an et dans 2 ans, j'en parle même pas, surtout avec les événements qu'on est en train de vivre depuis le printemps, c'est quand même incroyable, que évidemment personne n'a vu venir. Donc les plans, les prévisions, les machins, etc. Bon, il faut se reposer la question, il vaut mieux s'adapter. D'ailleurs, c'est ce qu'on a tous fait autour de la table électronique. Là, on s'est tous adaptés, hein, on a tous gardé nos enfants à la maison, on a tous essayé de mettre en place du télétravail, de changer de boulot quand on l'avait perdu, ce genre de choses-là. On est agile nous-mêmes, hein. L'idée, c'est que l'entreprise le soit un petit peu plus avec ses moyens. Et donc, les différences entre planifier et puis être agile, entre être classique à l'ancienne mode, si vous voulez, et puis être agile, c'est un petit peu ces 2 télécommandes. À l'ancienne mode, quand on avait à construire un nouveau produit et une application logicielle, c'est un nouveau produit, hein. Vous savez que Scrum, ça vient principalement du développement logiciel, mais il y a plein de choses qu'on peut faire en mode agile avec Scrum. On n'est pas obligé que de faire des applications avec Scrum. Scrum, ça vient des méthodes de construction logicielle, c'est principalement de là que ça vient, mais on peut construire une télécommande avec Scrum, et on peut le construire d'une manière agile. Dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des ateliers avec des utilisateurs, avec des clients, on leur disait, alors décrivez-nous la télécommande que vous aimeriez avoir entre les mains, voilà, pour acheter notre nouvelle télé, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, quelles sont les fonctionnalités. Et puis, sous forme à l'ancienne mode, il fallait faire la liste exhaustive de toutes les fonctionnalités, parce qu'une fois que ce truc-là allait partir en conception, c'est-à-dire qu'on allait imaginer le boîtier, la forme des touches, etc., l'emplacement des touches dans le boîtier, il fallait pas que ça change. Parce qu'une fois qu'on a fait la liste des fonctionnalités, on n'aime pas trop qu'on vienne nous dire, non, c'est pas du tout ça qu'on avait besoin, mais c'est 3 boutons ici, puis 4 ici, et puis ça, et puis celui-là, faut l'enlever. Ça, en mode classique, on n'aime pas du tout. On fait une expression de besoin qui est exhaustive, c'est-à-dire il faut imaginer tous les boutons dont on aurait besoin,
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a sous les yeux. Je veux dire, ça, cette télécommande-là, je sais pas l'effet qu'elle vous fait, mais moi, elle me fait un peu peur. Je veux dire, je vais utiliser peut-être 5 boutons sur ce dédale de boutons dans tous les sens. Là, il y en a plein qui vont prendre la poussière, ça, à mon avis. Et au final, ça correspond pas à l'usage. C'est ça le double problème d'une approche classique, c'est il faut faire une liste exhaustive de tout ce qu'on peut imaginer avoir besoin sur cette télécommande, et à un moment donné, on rapproche ça aux vrais besoins. Ça, c'est plus la manière de faire. La manière de faire, c'est j'ai un boîtier et puis je vais le faire par itération. C'est-à-dire, vous allez me dire de quel bouton vous avez besoin maintenant urgemment. En premier, j'ai besoin d'allumer et puis d'éteindre ma télé depuis mon canapé. Ça, c'est vraiment le premier truc. Bon, très bien, on vous livre ça. On fait une première itération. Ça s'appelle un sprint. Vous avez peut-être entendu parler. Et puis, à la fin de ce sprint, on montre cette télécommande, alors un peu basique, avec juste 2 boutons on-off à nos clients. Et puis, on leur dit, qu'est-ce que vous avez besoin maintenant? Maintenant, je voudrais pouvoir changer de chaîne, venir en arrière et puis avancer. OK, on vous fait ces 2 boutons-là supplémentaires. Deuxième itération, on monte le produit et on repose la question de quoi vous avez besoin maintenant. Pouvoir augmenter le son et puis diminuer. Très bien, troisième itération. Et la troisième itération, on vous montre cette chose-là, qui n'est pas extraordinairement sexy, on aurait peut-être pu faire mieux, mais fonctionnellement, on a les 6 boutons ou les 5 boutons qu'on utilise le plus. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on n'utilise pas les autres, mais majoritairement, à 80% de votre temps, vous allez utiliser ces 5 boutons-là. C'est ça la méthode agile. C'est que dans un premier temps, ancienne méthode, il fallait qu'on fasse une liste exhaustive de tout ce qu'on pouvait imaginer avoir besoin, et ça donne ce qu'il y a à gauche. En méthode agile, on a ce dont on a besoin la plupart du temps. C'est pas parfait, c'est pas complet, mais on l'a beaucoup plus vite, parce qu'il nous a fallu que 3 itérations, et on l'a par rapport aux besoins qu'on a exprimés. C'est ça une méthode agile. C'est ça ce que permet Scrum, mais Scrum n'est pas la seule méthode qui permet de faire ça. Et pour pouvoir faire ça, en fait, ça demande un changement d'état d'esprit. Ça veut dire que on a le droit à l'erreur. On peut se tromper de bouton, et donc on peut éventuellement revenir en arrière dans nos spécifications. Se dire, quand on voit l'objet au bout de la 3e itération, tiens, finalement, au lieu d'avoir un bouton on et un bouton off, un seul bouton, ça peut peut-être me suffire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est trompé dans nos exigences, mais on revient en arrière, on est capable de s'adapter. Bref, on est capable de faire ce qu'on a fait avec le Covid et ce qu'on fait tous les jours, c'est s'adapter à la situation et puis trouver des solutions au fur et à mesure que les difficultés se présentent. Ça, c'est une vraie méthode. Parce que quand on parle de l'adaptation dans la vie courante, c'est un peu instinctif, mais quand on parle de l'adaptation d'un produit, l'adaptation d'une application, comment est-ce que je la construis, quelles sont les fonctionnalités plus importantes qu'il faut livrer en produit, tout ça est très complexe. Parce qu'une application, c'est compliqué. Le monde dans lequel on vit, il est compliqué, il est mouvant, il est vivant, il se réadapte en permanence, les concurrents arrivent de partout à tout moment. Vous étiez tranquille sur votre champ d'activité, vous avez 10 concurrents qui arrivent parce que la barrière à l'entrée n'est pas très élevée, et du coup, vous vous retrouvez dans un milieu mouvant, très rapide, qui change dans tous les sens. Ça impose de l'agilité. C'est pour ça que ce mot-là, il a été utilisé à tort et à travers à tout moment depuis pas mal d'années, mais il répond à une vraie problématique qui est celle de l'adaptabilité. Alors, pourquoi Scrum? Parce qu'il y a des tas d'autres méthodes agiles, vous en avez plein, mais Scrum, c'est le plus adapté. C'est le plus adopté en entreprise. En entreprise, vous avez certainement entendu parler de Scrum Master, vous avez certainement entendu parler de Sprint, vous avez certainement entendu parler de ce genre de choses-là. Ça vient de Scrum. Ça a été une des premières méthodes qui a été vraiment structurée sur cette approche-là. Et c'est une méthode qui est très puissante, qui s'appuie sur 4 valeurs et qui correspondent à qu'est-ce que c'est que l'agilité. En fait, on est agile quand on favorise les individus et leurs échanges. Parce que plutôt que de faire des gros process et des outils, de se poser la question quel est l'outil qu'on va utiliser pour faire ça, donc d'abord, la question c'est de quoi on a besoin, comment on va fonctionner ensemble. Et donc on commence à être agile lorsqu'on essaye de mettre un peu d'individus et d'échanges dans la manière de faire. On devient encore plus agile lorsqu'on se concentre sur un produit qui fonctionne, plutôt qu'une doc qui explique le produit. Regardez ce qu'on a entre les mains à longueur de journée, nos téléphones mobiles, on n'a pas besoin d'un livret pour expliquer comment ça fonctionne. Le produit, il est fonctionnel, il marche, il est auto-expliqué, si vous voulez. Ça, c'est super important parce que plus personne, il n'y a plus d'entreprises qui peuvent se permettre d'envoyer des gens des jours et des jours en formation pour s'approprier une nouvelle application. Il faut que ça soit instinctif, il faut que le produit il soit tout de suite facile à prendre en main, etc. Ça, c'est le deuxième aspect. On est agile lorsqu'on est basé sur les individus et les échanges et lorsqu'on est en train de construire un produit fonctionnel.
On est agile lorsqu'on met le client et ses besoins au centre du dispositif. C'est-à-dire que c'est pas une équipe qui imagine le produit, etc., avec des études de machin, marketing et tout ce que vous voulez, et puis qui pond un cahier des charges. Non. C'est le client, il est au milieu de tout ça. On lui demande sans arrêt son avis. On lui fait des retours, des feedbacks. On prend en considération ce dont il a le plus besoin, ce qu'il veut plus, ce qu'il veut de manière nouvelle, etc. Le client, il est au cœur du truc. Et on le met dedans plutôt que de signer un contrat négocié au début du projet qui va certainement changer et poser des tas de problèmes. Et puis la quatrième dimension de l'agilité, c'est la réactivité au changement. Je suis réactif au changement, c'est-à-dire je suis capable d'adapter mon développement, d'adapter mon produit aux besoins de clients, aux nouveaux besoins de mes clients, parce qu'on est tous pareils, hein. On a tous des nouveaux besoins tous les jours. On voit un produit qui nous plaît, on a envie de ce produit-là. On n'a pas cette fonctionnalité-là dans notre produit, on aimerait qu'elle y soit intégrée. On change d'opérateur comme de chemise, etc. Tout ça participe aux besoins d'agilité absolument permanents, et tout ça participe aux besoins d'outils et de méthodes pour gérer ça. Quand on se pose la question, c'est quoi être agile? En fait, c'est être conforme, être le plus près possible de ces quatre valeurs-là, c'est-à-dire embarquer tout ça, les individus, les échanges, se concentrer sur un produit qui marche plutôt qu'un produit parfait et une documentation, collaborer en permanence avec les clients, les utilisateurs et être réactif à tout changement. Et ben, être agile, c'est ça. C'est pas forcément avoir telle certification ou forcément être conforme à telle pratique, c'est embarquer tout ça. Et ça nécessite une structure. On ne peut pas être agile si on n'est pas dans une structure, si on n'a pas des process, si on n'a pas quelque chose d'établi. Si on n'a pas un cadre, une méthode, c'est pas de l'agilité, ça s'appelle de l'agitation. Et ça, c'est super important parce qu'on nous vend l'agilité comme étant quelque chose où on peut aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, en dessous, en bas, au-dessus, sans réfléchir. C'est pas ça. L'agilité, c'est une méthode qui est très structurée et des étapes par lesquelles il faut passer. C'est super important. Être agile, c'est rentrer dans un processus où on va pouvoir livrer notre produit, notre télécommande, par petites itérations, très très brèves, les plus brèves possibles, pour arriver le plus vite possible à un produit qui n'est pas complètement terminé, qui n'est pas complètement parfait. On appelle ça une MVP, un minimum viable product, c'est-à-dire un produit minimum acceptable par le client, acceptable par le marché, et sur lequel on va pouvoir capitaliser, faire des propositions, des améliorations, etc. Il vaut mieux un produit pas parfait rapidement qu'un produit entre guillemets parfait beaucoup plus tard, parce qu'évidemment la concurrence entre les deux, elle se sera insérée. Et donc, construire un produit par petites itérations successives, et ben ça se gère d'une manière extrêmement précise. Et le processus Scrum que vous avez là sous les yeux, c'est un truc extrêmement rigide. Pour le coup, quand on fait de l'agilité, on a vraiment besoin de cette structure-là. On va commencer par planifier ce qu'on va réaliser pendant l'itération, qui dure 1 mois en général, un petit peu moins parfois, mais 1 mois en général. Et on va décrire dans un backlog l'ensemble des fonctionnalités qu'on imagine, mais ça ne veut pas dire qu'on va les faire toutes. Et surtout, on n'est pas sûr de l'ordre dans lequel on va mettre en place ces différentes fonctionnalités. Ça va dépendre de ce que va nous dire le client dans les revues. On va y revenir juste après. Et donc, on a un product backlog qui contient les fonctionnalités qu'on imagine. On priorise ce product backlog avec la valeur la plus élevée pour le client, c'est-à-dire ce qu'il nous demande en premier. On décompose ça en tâches de manière à ce que l'équipe sache qu'elle a à faire, bien entendu. Donc ça va être pendant l'itération, de manière à produire les boutons supplémentaires de notre télécommande, de manière à produire les fonctionnalités supplémentaires de notre application. Et une fois qu'on a ajouté à notre produit des petits incréments, c'est-à-dire des petites fonctionnalités supplémentaires, des boutons supplémentaires à notre télécommande, on va montrer ça à notre client et on va obtenir son feedback. Et ça, c'est un aspect extrêmement important parce que ça va nécessiter qu'on soit à l'écoute, qu'on recense les besoins clients, qu'on recense les retours clients, ce qui va alimenter ce produit backlog avec de nouvelles fonctionnalités, ce qui va reprioriser la liste des fonctionnalités et des caractéristiques de notre produit qu'on est en train de construire. Et puis, on a un moment en toute fin de sprint, qui est la sprint rétrospective, où là, on va faire le bilan de ce qui va s'être écoulé, de notre pratique, de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, et en tirer les leçons pour le sprint suivant, parce qu'évidemment, on va enchaîner les sprints les uns à la suite des autres. Ça, c'est le moteur de Scrum, c'est vraiment le fonctionnement de Scrum, c'est extrêmement timé, c'est extrêmement bordé. Le sprint planning, par exemple, qui est l'événement où on prend les fonctionnalités et on les décompose en tâches pour savoir
ce que l'équipe va avoir à faire. C'est un événement qui dure 8 heures et elle ne doit pas durer plus longtemps. Si ça dure plus longtemps, c'est qu'il y a un problème et donc il faut revenir là-dessus et éradiquer la cause du problème. Une revue, ça dure 4 heures, ça dure pas une journée. Si ça dure plus de 4 heures, c'est un symptôme, il faut regarder ce qui se passe et corriger. Du coup, le process Scrum, il est extrêmement strict, il est extrêmement structurant, et il y a des rôles dans ce processus Scrum-là qui sont évidemment très précis et qu'il faut absolument s'approprier. On va évidemment venir au rôle de Scrum Master dans un instant. Alors, pardon, là, c'est pas un 4, c'est un 2, mais peu importe. Alors, il y a une équipe dans Scrum, qui est la Scrum Team. Elle est composée de 3 grands rôles. Le premier, c'est le Product Owner. Le Product Owner, c'est celui qui est responsable d'expliquer le produit. C'est celui qui a l'idée de la télécommande et qui demande l'avis, bien sûr, des utilisateurs, mais qui a une idée de ce à quoi ça doit ressembler et de ce qu'on doit obtenir à la fin. Ça, c'est un rôle extrêmement important parce qu'il doit avoir une vision du produit et il doit en même temps écouter les retours des clients et des utilisateurs. On a le Scrum Master. Le Scrum Master, c'est un rôle aussi extrêmement important parce que lui, il doit connaître à fond la méthode et il doit savoir quels sont les écueils dans lesquels ne surtout pas tomber. C'est-à-dire faire en sorte que l'équipe qui va réaliser le produit, c'est le développement team. C'est elle qui va construire les boutons là, qui va construire les boutons de la télécommande. C'est elle qui va coder l'application avec ses petits doigts, qui va construire l'infrastructure informatique, etc. dans le développement applicatif. C'est elle qui va réaliser le travail. Le product owner, lui, il va donner le besoin, et le Scrum Master, il va essayer de faire en sorte que tout ce monde-là fonctionne ensemble d'une manière fluide, qu'on respecte bien le process Scrum, et que on va faire en sorte que l'équipe, elle n'ait pas trop d'interférences, elle n'ait pas d'obstacles dans son travail, parce que une équipe de développement agile, ça peut aller extrêmement vite, mais il ne faut pas qu'elle soit dérangée. Pas à n'importe quel moment, pas à prendre en considération n'importe quel type de demande. Et ça, c'est le rôle du Scrum Master, de s'assurer que son équipe de développement, elle est sécurisée, elle est protégée d'interférences extérieures. Et pour ça, c'est le Scrum Master, il a besoin de savoir quelques petites choses, et notamment son rôle principal et les moyens qui sont à sa disposition. Ses missions au Scrum Master, c'est d'aider tout le monde à comprendre la méthodologie. Et quand on parle de tout le monde, c'est pas juste l'équipe, c'est l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent compris quand on explique le Scrum. En fait, le Scrum Master, il doit aider toute l'organisation à s'approprier Scrum. Le Scrum Master, c'est quelqu'un qui a une vraie importance dans l'organisation. C'est pas juste quelqu'un qui essuie le tableau blanc quand il y a eu un daily Scrum ou quand il y a eu un petit atelier pour résoudre un problème. Le Scrum Master, il explique à toute l'organisation comment est-ce qu'on travaille en mode agile, quelles sont les implications de ce mode de fonctionnement agile et quels sont les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Ne pas déranger une équipe de développement qui est en plein développement, ne pas reprioriser sans arrêt les travaux, ne pas demander de nouvelles choses en cours de travail. Ça désorganise le fonctionnement et ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, le petit morceau de produit qu'on devait avoir à la fin, notre bouton supplémentaire sur la télécommande, on ne l'aura pas. Et du coup, ça fait prendre du retard au projet et on perd tous les bénéfices d'une méthode itérative comme Scrum. Le Scrum Master, il doit le savoir et il doit être conscient du fait qu'il a un vrai rôle à jouer dans toute l'organisation. C'est pas juste dans une petite équipe comme ça à la cave dans le sous-sol, c'est dans toute l'organisation, il y a un vrai rôle d'appropriation de cette méthode. Fonctionner en mode agile, je l'ai dit, c'est changer d'état d'esprit, c'est-à-dire c'est avoir le droit à l'erreur, c'est avoir le droit à l'exploration. À un moment donné, il y a peut-être plusieurs chemins pour aboutir à notre télécommande. Il va falloir peut-être qu'on en explore un certain nombre. Peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, on a essayé ça marche pas, on n'est pas allé dans la bonne direction, on va changer de direction. Le droit à l'erreur, l'adaptabilité, c'est ça l'idée de l'agilité. Et ce droit à l'erreur, cette adaptabilité, l'entreprise, elle peut ne pas y être prête. Elle peut se dire, c'est quoi cette méthode? On essaye des trucs, on revient en arrière, etc. On fait le tango argentin. C'est quoi? C'est une manière de travailler, ça? Ça veut dire que l'organisation n'est pas tout à fait prête à entendre ce nouveau mode de fonctionnement. C'est le rôle du Scrum Master d'évangéliser, d'expliquer quels sont les bénéfices liés à ça. Le fait qu'on planifie pas à longue échéance les travaux, c'est une manière de ne pas perdre de temps à anticiper des choses qui sont pas anticipables. C'est une manière de s'axer et de se focaliser sur l'adaptabilité. Ça a des tas d'avantages, mais il faut évidemment les connaître. Et c'est tout le rôle du Scrum Master d'avoir en tête ça et de le vendre auprès de l'organisation.
Son rôle également, c'est de supprimer les obstacles qui peuvent entraver la productivité de l'équipe, d'aider tout le monde à travailler ensemble. S'il y a des petits problèmes de communication dans l'équipe de développement, c'est-à-dire, vous vous souvenez, celle qui réalise le travail, eh bien, de fluidifier un petit peu ça, d'aider les gens à se parler, d'identifier un objectif commun, de faire les différents cérémonials, comme je vous ai parlé de la revue, de la rétrospective, etc., de leur apprendre à bien mener ça pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils puissent prendre leurs propres décisions, parce que c'est ça l'idée du développement team, qu'elles soient les plus autonomes possibles. Le Scrum Master, il fonctionne comme un leader. C'est pas un manager. C'est pas le chef de l'équipe de développement. C'est plus fin que ça. Il est là pour montrer la voie, pour aider à prendre les décisions de l'équipe. Et donc, il conseille, il aide, il va parler avec les métiers pour dire attention, là, vous êtes en train de faire prendre la direction au développement qui va pas bien, ou vous interférez trop avec les activités de l'équipe, ne rentrez pas, ne demandez pas sans arrêt de nouvelles fonctionnalités, adressez-vous au PO, product owner, etc. Utilisez cet outil de ticketing ou de demande de changement, ce genre de choses-là. Il est là pour ça. Et ça facilite la performance et la fluidité des relations auprès de l'équipe de développement. Mais évidemment, le Scrum Master, c'est pas un simple exécutant, il a une position de management dans l'organisation, c'est-à-dire qu'il a un vrai rôle à jouer. Il doit être capable de dire à un responsable, demandez s'il vous plaît à vos équipes qu'elles arrêtent d'appeler l'équipe de développement alors qu'elle est en plein sprint, elle est en train de réaliser un travail difficile. Ne rentrez pas en collision avec ça parce que ça va désorganiser le travail et ce que vous nous avez demandé de livrer à la fin ne pourra pas être livré. Et bien ça, il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir le dire à un décideur, il faut pouvoir le dire à un manager sans se faire renvoyer dans ses buts. Donc le rôle du Scrum Master, c'est un rôle très important dans l'organisation. Il n'est pas souvent présenté comme ça non plus. Au final, c'est un coach, le Scrum Master. C'est pour ça que plutôt que de mettre sur votre carte de visite Scrum Master, vous pourriez directement mettre sur votre carte de visite coach agile. Ça va permettre de monter votre taux journalier de manière très très importante. Mais c'est la même chose. Voilà, c'est aider l'équipe de développement à trouver sa manière de fonctionner avec la méthode Scrum et convaincre l'organisation d'adopter cette nouvelle manière de travailler. On parle également de servant leader, alors ça c'est un nouveau terme, bon, on peut se caractériser avec les mots, mais l'idée c'est de dire quoi? C'est que c'est un facilitateur, le Scrum Master, tout simplement. Par contre, il est l'autorité vis-à-vis de la méthode, c'est-à-dire que si jamais à un moment donné, l'entreprise veut généraliser cette méthode-là, il faut s'adresser au Scrum Master, c'est lui qui va, ou elle, bien entendu, qui va être le mieux à même de donner des conseils. C'est un impediment remover, comme on dit en français, c'est-à-dire qu'il doit éliminer les obstacles le plus possible. Voilà, des difficultés techniques, il faut qu'il travaille avec la TSI pour essayer de trouver une solution. Des ressources qui sont pas disponibles à un moment donné, il va travailler avec l'équipe pour trouver une solution. Il va essayer de dégager la voie au maximum de l'équipe de développement pour qu'elle puisse travailler sur son produit et livrer tout ce qu'elle a à livrer dans les temps qui vont. Et puis surtout, un agent de changement, parce qu'il est censé évangéliser, aider l'entreprise à trouver sa propre façon de faire dans Scrum. C'est donc un rôle extrêmement important. Alors, intégrer Scrum dans l'organisation, ça, je vais passer là-dessus parce que j'aimerais entendre quelques-unes de vos questions. L'idée après, la question après, c'est comment je deviens un Scrum Master? Est-ce que c'est intéressant de devenir Scrum Master? Est-ce que il y a encore une offre, une demande là-dessus? La réponse, elle est sacrément oui, parce qu'il suffit juste d'aller sur Indeed, sur Monster, là il y a des exemples, vous tapez Scrum, vous tapez Agile, etc. Vous avez des centaines d'offres d'emploi sur Scrum Master, Coach Agile, etc., etc. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est les sites de Joblog. Vous avez plein d'offres d'emploi là-dessus. Ce qui demande la plupart du temps, c'est une certif. Donc, c'est mieux quand même d'être certifié Scrum, ce genre de choses-là, parce que ça montre un petit peu de légitimité. Il y a plein de gens il y a plein d'entreprises qui demandent ça. Il y a des certifs qui existent, il y a des formations qui existent, bien sûr. La certification la plus reconnue sur Scrum Master, Product Owner, etc., c'est celle de Scrum.org. Scrum.org, c'est la plus reconnue des certifications, c'est la plus difficile à obtenir aussi, mais c'est tout à fait atteignable. C'est la plus reconnue. Vous avez également Scrum Alliance qui propose ça, mais c'est moins reconnu, c'est plus facile à avoir. Scrum.org, faut rentrer dans le sujet, il y a plein de contenu dedans, et quand vous êtes certifié Scrum, vous l'êtes pas par hasard, vous pouvez pas avoir vu la lumière, avoir essayé l'examen et puis pas l'avoir obtenu, ça c'est pas possible. Il faut vous être un petit peu formé, il faut avoir acquis le vocabulaire, les concepts qui vont bien, et du coup vous venez beaucoup plus armé
avec ce type de connaissances-là et de certification que si vous en choisissez une autre. Évidemment, ça c'est vous qui choisissez, mais sachez que ça reste quand même la plus recherchée. Voilà, alors il y a plein de métiers qui sont associés aux compétences Scrum. Vous avez Scrum Master, vous avez le coach agile, j'en ai déjà parlé, vous avez aussi le chef de projet agile, parce que maintenant, dans les entreprises, il n'y en a aucune qui est 100% en mode projet classique ou 100% en agile. Il y a toujours un mix des deux. L'approche agile, l'approche hybride, maintenant, c'est une approche naturelle pour gérer des projets. Il y a forcément des équipes projets et forcément des équipes agiles, parce que tout le monde a essayé les deux. Et ben, du coup, être chef de projet agile, ça nécessite de connaître voilà, la gestion de projet, bien sûr, mais aussi l'agilité. Donc, il y a des cursus qui vous permettent de mettre ça sur votre CV, puis d'avoir un peu de légitimité et avoir surtout des outils pour pouvoir gérer des équipes comme ça et des projets comme ça. Vous avez aussi DevOps Engineer, chef de projet classique, bien entendu. Vous avez tous ces métiers-là qui sont concernés par l'agilité et par le rôle de Scrum Master et la méthode Scrum. Rapidement, la conclusion pour que je puisse vous entendre un tout petit peu, voilà, il y a une vraie demande sur le rôle de Scrum Master. C'est pas du tout un rôle has-been, c'est un rôle qui est en plein dans le truc. Depuis 2018, alors vous savez, il y a 2-3 grands référentiels dans l'entreprise. Si vous tapez le top 10 des certifications dans le monde, vous avez toujours les mêmes qui ressortent. Vous avez PMP qui ressortent pour la gestion de projet, par exemple. Et ben, depuis 2018, Scrum est devant, est très loin devant. Ça veut dire qu'il y a moins de recherche sur la gestion de projet classique que maintenant il y en a sur l'agilité. Ça, c'est un driver, un indicateur extrêmement fort de la tendance de marché. L'agilité et la gestion de projet vont de pair. Il n'y a pas du tout d'antinomie entre une façon classique de faire et une façon agile de faire. En fait, elles sont complètement complémentaires. Sur les certifications, certifiez-vous, parce que ça va être des lignes supplémentaires sur votre CV, ça va être des choses qui vont apporter de la légitimité. Et puis maintenant, on peut se certifier à plusieurs méthodes. C'est de plus en plus fréquent. Nous, on a de plus en plus de clients qui sont certifiés Scrum, qui sont certifiés Prince 2, qui sont certifiés ITIL, etc. Parce que ça continue à faire la différence. Et les profils multi-certifiés, c'est connu que, évidemment, c'est d'autant de portes ouvertes, naturellement. Et puis, certifiez-vous sur des pratiques internationalement reconnues, pour ne pas décrocher l'assertif d'un truc qui est connu absolument de personne, et une fois que vous sortez de votre région, plus personne ne la connaît. Il faut être sur des référentiels internationaux pour que ça ait une vraie valeur. Scrum est évidemment un référentiel extrêmement reconnu pour ça.